m'appelle Guillaume Gauthier, je suis neurologue à Aubagne, dans une ville à côté de Marseille. Donc, je me situe dans un hôpital qu'on qualifiera de périphérique, dans le privé. Et je vais vous présenter donc les demi-urgences en neurologie parce que dans ma pratique clinique, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Les urgences absolues en neurologie ou ailleurs sont généralement bien reconnues et il y a des critères qui sont identifiés, des parcours, des filières. Mais pour pas mal de ces situations-là où il faut quand même essayer d'aller vite, mais c'est pas l'urgence absolue, ben finalement, on est moins bon et je me suis passionné au travers des AIT pour ces choses-là. Donc, je vais essayer de vous montrer des choses. Alors, pour beaucoup, ce sera des choses qui pourraient vous paraître banales, mais je pense que c'est important de rafraîchir et d'avoir une idée de la temporalité pour traiter ces choses, c'est-à-dire est-ce que c'est très urgent, est-ce que ça peut attendre 24 heures, une semaine, ou est-ce que ça peut attendre un mois. Donc voilà. D'où m'est venue l'idée de la présentation. On va commencer tout de suite par un cas clinique. Donc, c'est le cas d'une dame qui est randonneuse, qui n'a pas d'antécédents notables et qui prend pas de traitement, qui va très bien. Et puis, elle se présente au cabinet de son médecin traitant 48 heures après avoir eu un trouble du langage pendant 20 minutes et elle n'a pas eu d'alerte pendant 48 heures. Donc, notre premier sondage que vous pouvez remplir maintenant va avoir lieu. Pour moi, ce qui était important, c'était de ne pas la mettre sous antiagrégant avant une imagerie, puisque la patiente, en l'occurrence, elle avait une petite hémorragie méningée focale que vous voyez là, et il fallait pas la mettre sous antiagrégant. Donc, il y avait les deux premières questions qui étaient fausses. Et l'IRM, ben, forcément, est utile puisqu'elle peut montrer ce genre de choses. Donc voilà, le message important de cette présentation, c'est les antiagrégants vont pas prévenir des risques de récidive précoce de manière très, très importante. Ce qui va prévenir ça, c'est si jamais vous avez une imagerie DTSAO, puisque le risque de récidive aiguë est lié à un rétrécissement de la carotide. Et donc, il faut absolument faire une imagerie normale. En revanche, si on n'a pas de sténose carotidienne, on peut se donner un peu de temps pour explorer. Donc, voilà le premier message. Attention à ne pas mettre d'antiplaquettaire à des patients. Tout ça, ça vient d'une première d'études qui datent d'il y a quelques années, où il y a les scores ABCD qui ont été faits. Les scores ABCD sont les scores cliniques et d'imagerie avec la notion ou pas de sténose carotidienne. Et en fait, on peut ranger les patients en leur notant des points. Et ce qui est important, j'espère que vous voyez la souris, c'est que quand vous avez des scores faibles, en fait, à 28 jours, vous avez 0 risque, 0% de gens qui récidivent. Donc, vous pouvez, si quelqu'un n'a pas de sténose carotidienne, le prendre en ambulatoire et gérer ça dans le mois. Avec un risque très faible. Là, c'est pour 3 mois. Nous, on a monté une filière de centres de l'AIT. Donc, en gros, les patients en général qui ont fait un AIT finissent par atterrir aux urgences. Ils ont un angioscan, une prise de sang, etc. On fait le score. Si le score est élevé, c'est de l'hospitalisation. Si le score est faible, on peut nous laisser un message. On appelle le patient, on le convoque dans la semaine et on lui fait les examens prévus dans la journée. Et ça permet de gérer comme ça des patients qui ont besoin d'examens urgents, mais en évitant de boucher les lits. Pour moi, c'était important de faire ça. Pourquoi? Parce que lorsque j'étais au CHU, j'étais gêné par les AIT, parce que c'était des patients qui avaient un problème urgent, qui allaient bien, qui toléraient mal l'hospitalisation. Il y avait pas mal de gens qui étaient hospitalisés dans d'autres services que la neurologie et qui en fait avaient fait ou des migraines avec aura, une petite crise d'épilepsie, etc. Et il y avait besoin à la fois d'un plateau technique
d'une expertise neurologique, et il fallait essayer de proposer ça dans un délai court, ce qui n'était pas facile. Nous, au centre de l'AIT, on a fait une thèse de médecine il y a 2 ans ou 3 ans, et on était sur les 600 premiers cas à 87% de bilan réalisé dans les 2 jours ouvrés. Donc, c'est plutôt pas mal. Et comme je vous l'ai dit, on avait des étiologies, enfin des causes aux AIT qui étaient à peu près les mêmes, à la différence qu'on a une sous-représentation de la pathologie carotidienne, forcément, puisqu'on prenait pas de patients qui avaient une sténose serrée. Donc, on a également un bénéfice en termes de coût pour les pouvoirs publics, puisque une hospitalisation coûte en moyenne 950 €. Et si vous faites une hospitalisation, donc c'est plus de la moitié des patients qui ont un AIT vont être hospitalisés lorsqu'il n'y a pas de centre de l'AIT. Et la durée moyenne d'hospitalisation en France est de 5 jours. Donc, on faisait en moyenne sur 600 patients, on avait calculé 700 000 € d'économie. Donc, aujourd'hui, on a plus de 2000 patients. Donc, ça commence à chiffrer et à être très important pour la collectivité. Voilà, donc quand vous avez un déficit central transitoire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut considérer qu'il est urgent de se préoccuper d'une imagerie cérébrale et de faire les troncs supraortiques. Dans la foulée, si tout va bien, on pourra faire un bolus d'aspirine ou de Plavix. Et il faut hospitaliser les patients qui ont une sténose carotidienne et une tension artérielle décompensée. On peut très bien attendre 24-48 heures pour avoir le rendez-vous au centre de l'AIT. Nous, on a un système de messagerie, on nous laisse un message, on rappelle le lendemain matin les patients. En général, on va mettre les patients sous 2 antiplaquettaires et j'ai mis un mot sur les carotides symptomatiques. Pour moi, une carotide symptomatique, ça doit être opéré en urgence si vous avez une hypertension artérielle décompensée. C'est le signe que la carotide est instable et qu'il faut l'opérer vite, donc sous 24-48 heures. En revanche, on peut attendre la semaine si vous avez une tension normale et bien tolérée. Pour le reste, un AIT qui a pas de sténose carotidienne, on pourra lui faire son bilan tranquillement sous 7 jours. Et sous 30 jours, on aura le résultat des pathologies de la coagulation. On va organiser le dépistage des comorbidités et lorsqu'il y a nécessité, une intervention étiologique comme le foramen ovale perméable qui est à faire dans les 6 mois. En général, on est à un peu plus de 30 jours pour l'organiser. Je vais vous présenter maintenant un deuxième cas. On va partir sur une autre thématique, celle des vertiges. Alors les vertiges, je pense que tout le monde est au courant que c'est très fréquent, c'est très piégeux. La plupart du temps, c'est bénin, mais de temps en temps, ça ne l'est pas. Donc, la question pour cette patiente, elle a 77 ans, elle a une hypertension artérielle et elle vient parce qu'elle a depuis 6 mois des vertiges et qu'elle est venue cette fois-ci parce qu'un de ces vertiges était plus long, avait duré 1 minute au lieu de quelques secondes. Ces vertiges sont toujours les mêmes, ils se répètent dès qu'elle étend la tête en arrière. Lorsque je l'examine aux urgences, elle est normale, il n'y a rien de particulier. Et je lui déclenche son vertige comme elle me le dit à l'extension du cou, elle se sent pas bien, elle a besoin de s'accrocher, mais elle n'a pas de nystagmus. Donc la question, ça fait 6 mois que ça dure, c'est les mêmes vertiges, il y en a eu un peu plus long. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une IRM rapide sous 48 heures? Est-ce qu'on fait un angioscanner? Est-ce qu'on fait une consultation ORL en externe? Ou est-ce qu'on l'adresse au neurologue en externe? Donc, ce qu'il fallait faire, c'était l'IRM et l'angioscanner. Il ne fallait pas la lâcher en externe. Cette dame, en fait, elle avait un syndrome de menace du tronc basilaire. Elle avait une sténose que vous voyez ici du tronc basilaire, une sténose subocclusive de l'artère cérébrale postérieure droite, et elle avait une occlusion de la vertébrale droite. Ici, vous voyez la gauche qui est là, et là, il n'y a plus de vertébrale. Donc,
Alors, je vais dire à tout le monde, et surtout ceux qui ont choisi la prise en charge en externe, que je me suis fait avoir, puisque moi-même, j'ai considéré qu'il n'y avait pas de problème et que, pour la petite information, cette dame a récidivé, mais avec une diplopie, lorsqu'elle est sortie des urgences. Donc, elle a dit, ah, je me sens pas bien, puis j'y vois double. Donc, on l'a prise en charge, on l'a thrombectomisée, puisque ça faisait... on a tenté une thrombectomie à la Timone. Mais j'aurais dû y penser parce qu'elle n'avait pas de nystagmus alors que j'ai déclenché le vertige. Si pendant le vertige, vous n'avez pas de nystagmus, il faut se méfier. Je pense aussi que les vertiges chroniques qui s'aggravent brutalement, les patients, c'est comme les migraines, hein, quelqu'un qui vient avec une céphalée inhabituelle, en général, il faut l'explorer. Voilà. Et évidemment, un vertige intermittent n'est pas neurovasculaire, sauf ce cas précis de syndrome de menace du tronc basilaire. Donc, c'est un piège assez classique qui est extrêmement rare. Hein. Pour le nombre de vertiges qu'on explore, c'est très, très faible. Voilà. Un autre élément clinique qu'elle n'avait pas, mais qui aurait pu m'orienter si jamais, un vertige neurologique peut très bien ne pas nous empêcher de tenir debout. Mais par contre, un vertige ORL, on est toujours en possibilité de se tenir debout. Donc, si on n'y arrive pas, c'est neurologique. Je profite qu'on parle des vertiges pour vous dire un message important. C'est qu'il y a beaucoup de vertiges vestibulaires vrais, d'origine médicamenteuse. Alors, on connaît les benzodiazépines. On connaît moins les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, je me permets de mentionner. Il y a des vraies névrites vestibulaires médicamenteuses à l'aspirine, au prophénil, etc. Dernière chose, dans les vertiges, l'examen est souvent très pauvre. À part le nystagmus, on va être très embêté. Et il faut rechercher une plainte, une atteinte neurologique associée, que ce soit une diplopie, un problème de sensibilité, un problème de céphalée. Voilà, c'est très important de ne pas passer à côté d'une imagerie chez les patients qui ont des vertiges et une plainte neurologique, même si c'est qu'une plainte et qu'il n'y a pas de déficit moteur ou de choses comme ça. Donc, qu'est-ce qui me paraît urgent quand on est devant un vertige qui persiste récent? Ce qui me paraît urgent, c'est de vérifier qu'il n'y a pas d'occlusion ou de menace du tronc basilaire. Ça me paraît urgent aussi d'avoir le neurologue au téléphone lorsque le patient ne tient pas debout, s'il y a un signe, une plainte neurologique associée, si vous n'avez pas de nystagmus, s'il y a des céphalées, et évidemment, si l'ORL qui a examiné le patient vous dit « c'est pas ORL ». Pour moi, l'IRM cérébrale n'a pas un caractère immédiat. Elle est très utile dans les vertiges et si on l'a souvent, ça peut permettre de libérer le patient plus vite. Mais évidemment, si l'ORL est passé et a dit c'est pas ORL ou que l'ORL ne peut pas passer, l'affaire dans les 24-48 heures, c'est bien pour pouvoir libérer le patient assez vite. Sous 7 à 15 jours, je pense qu'on peut attendre ce délai-là pour faire des explorations vestibulaires. Et pour les explorations plus poussées, nous notamment, on a des IRM de longue durée avec des protocoles pour les e-drops. C'est assez pertinent d'attendre. Hein. L'e-drop, c'est pas une maladie grave. Et enfin, évidemment, si vous avez des gens qui ont des vertiges récurrents et qui n'ont pas de sténose des TSAO, et même s'il n'y a pas de diagnostic ORL, je pense que ça peut attendre 30 jours pour avoir une consultation neurologique. Donc voilà, la temporalité que moi je propose pour ça. Là, sur ce cas clinique, il n'y aura pas de sondage. Donc, je vais vous parler d'une demoiselle de 19 ans qui, en 48 heures, ressent des paresthésies à type de fourmillement jusqu'à mi-cuisse à peu près. Et lorsqu'on m'appelle au téléphone pour ce genre de patient ou quand je vais les voir aux urgences, je me pose toujours 3 questions systématiques. C'est est-ce que j'ai les réflexes ou pas? Si oui, on va partir sur une sclérose en plaques. Chez une jeune femme, il n'y a pas de notion de traumatisme, il y a peu de chances sur une compression médulaire. Si vous avez que des paresthésies isolées,
ça ne me choque pas de la prendre en charge en externe à condition que le radiologue soit sympa et vous ait programmé une IRM dans la semaine. Sinon, si vous n'avez pas les réflexes, on va plutôt partir sur un syndrome de Guillain-Barré, une polyradiculonévrite aiguë. Et à ce moment-là, il faut envisager de faire une ponction lombaire, des immunoglobulines, bref, d'hospitaliser la patiente en neurologie ou à minima dans un hôpital où il y a un neurologue et un accès à une réanimation. Et il faudra faire un électromyogramme qui est pas tellement urgent, surtout qu'ils sont normaux à la phase très aiguë et très précoce des polyradiculonévrites. L'autre question, c'est la consommation de protoxyde d'azote. Hein. Je ne sais pas si vous avez cette notion que beaucoup d'ados et de jeunes utilisent le protoxyde d'azote à des fins récréatives en grande quantité. Ça crée des carences en B12 aigus qui peuvent entraîner des tableaux médulaires par sclérose combinée de la moelle. Et on a des tableaux dramatiques de tétraparésie ataxique. Moi, j'ai le souvenir d'une patiente l'année dernière qui avait 19 ans, qui, pour une raison qui m'échappe, elle n'est pas passée par les urgences alors qu'elle n'arrivait plus à marcher. Elle est passée par la consultation. Ça a mis 15 jours avant qu'on débute la supplémentation et elle n'a jamais récupéré une marche normale. Elle a un déambulateur à 17 ans. Enfin bref. Voilà, ça c'est son IRM. Hein. Elle avait une moelle en hypersignal T2 postérieure sur tout le cordon. Et l'étiologie, c'était évidemment le protoxyde d'azote. Donc, on a mis la B12, ça a cessé de s'aggraver, mais c'était un peu dommage. Voilà. L'autre chose, c'est un épisode infectieux précessif. C'est pas spécifique, évidemment. On peut avoir eu le rhume et une carence en B12, mais c'est important de savoir que la diarrhée précessive de paresthésie va orienter vers des polyradiculonévrites beaucoup plus que vers une sclérose en plaques. Donc, ça peut être un critère pour garder les patients un peu plus longtemps en observation, le temps que les neurologues le voient, etc. Encore une fois, c'est les gens qui ont juste des fourmis, ils ont un examen neuro normal, ils vont bien. Donc, c'est quand est-ce qu'on les garde à l'hôpital, quand est-ce qu'on les garde pas. Donc, je pense que c'est important d'avoir ces petites notions. Donc là, j'ai repris un peu ce que je viens de vous dire. L'importance également de l'atteinte du tronc lorsque les gens vous disent j'ai des paresthésies sur le ventre ou sur le thorax, on va plutôt partir sur une suspicion de sclérose en plaques. Hein. C'est très rare que ça atteigne le tronc dans la polyradiculonévrite, en tout cas pas au début. Mais par contre, si vous avez les 4 extrémités sans atteinte du tronc, là, c'est très spécifique d'une polyradiculonévrite. Si vous avez une atteinte du chef, c'est-à-dire des fourmis dans la bouche, en plus des fourmis des 2 membres inférieurs, c'est très évocateur d'un phénomène psychogène, mais il faut savoir que certaines formes de polyradiculonévrite aussi peuvent provoquer ça. Donc là, tout simplement, si vous avez les réflexes et que vous avez des paresthésies de la bouche et des membres inférieurs, vous pouvez être assez tranquille et libérer la patiente, notamment si le contexte s'y prête. Ou le patient d'ailleurs, mais on était sur la on va parler donc des paresthésies de membres inférieurs bilatérales. On n'a pas parlé des paresthésies unilatérales, donc qui vont toucher un hémicorps. C'est une situation qui est assez fréquente et qui est très souvent psychosomatique. On parle ici que des causes centrales. Hein. Je ne vais pas parler du canal carpien ou du radial ou de la compression du sciatique poplité. Ça, c'est généralement bien reconnu aux urgences. C'est pas trop difficile. Là, je vous parle de gens qui ont une paresthésie du visage et du bras, par exemple, brachiofaciale. L'intérêt de l'IRM en urgence. Pourquoi? Parce que finalement, une hémiplégie, l'IRM m'intéresse pas tant que ça en urgence. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si c'est hémorragique ou ischémique. Mais le patient, je vais le garder, je vais m'en occuper. L'IRM, il l'aura dans les 48 heures. En revanche, si vous avez un tableau psychogène ou un AVC, vu que c'est très difficile de faire la différence entre les deux, parfois, le radiologue peut vraiment départager les choses et avec un protocole court, nous, on a élaboré un protocole d'IRM très rapide avec une séquence de diffusion, une séquence flair et un T2 étoile.
on élimine la plupart des urgences neurologiques, l'urgence vasculaire en particulier, et ça permet de poser le diagnostic psychogène à un moment où la patiente ou le patient a eu le sentiment d'avoir eu le meilleur examen possible. Parce que si vous faites une IRM en disant, bon, bah, écoutez, je pense que c'est rien, mais faites une IRM en externe, vu les délais d'acquisition des IRM en externe pour les patients, ça génère énormément de stress. Et si le trouble est psychosomatique, vous allez aggraver les choses. Et évidemment, si c'est un AVC, vous allez faire perdre des chances aux patients. Donc, je pense que c'est important de savoir que les paresthésies unilatérales, il y a un bénéfice à les prendre en charge en IRM, finalement, un peu plus tôt que l'hémiplégie, ce qui pourtant pourrait paraître paradoxal. Concernant les atteintes péribuccales en anneau, donc les gens qui vous disent ça fourmille autour des lèvres, bon, c'est psychogène, hein, sûr. Par contre, il faut se méfier de ce que j'appelle la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire, je vous raconter une histoire comme ça, vous allez comprendre, une patiente de 72 ans qui m'explique qu'elle a des fourmis, elle est très angoissée, elle a beaucoup de fourmis, elle est venue pour ça aux urgences. Quand je lui demande comment ça s'est installé, en fait, elle m'explique qu'elle est tombée à la maison parce que ses jambes ne la portaient plus d'un seul coup. Et elle s'est assise, elle a appelé au secours, on l'a transportée. Et dès qu'elle s'est assise, elle a eu des fourmis dans les lèvres, elle ne savait plus où elle était. Maintenant, elle se sent bien, mais quand je l'examine, en fait, elle a une paraparésie et avait un canal cervical étroit décompensé. Et c'est à cause de ça qu'elle a chuté. Et donc, en fait, le côté psychogène, c'était le signe en plus, mais c'était pas ça qu'il fallait regarder chez elle. Voilà. Donc, juste de dire, même si vous avez un signe psychogène, il faut pas exclure tout le reste. Il faut examiner signe par signe. Voilà. Donc, les paresthésies, quand elles sont persistantes et isolées, donc voilà, c'est urgent si vous n'avez pas vos réflexes. S'il y a une ascension rapide et que c'est bilatéral, si vous avez un signe de Romberg instable, que la patiente ne tient pas debout, les pieds serrés, pieds collés, si vous avez des atteintes hémicorporelles, il faut considérer que c'est urgent et notamment essayer de proposer une IRM. Et pour moi, le protoxyde d'azote et l'administration de B12, c'est hyper urgent. Sous 24-48 heures, vous pouvez gérer ça en externe si le neurologue ou l'IRM est réalisé en externe chez une patiente ou un patient qui a des réflexes préservés. L'avis neurologique sur des paresthésies isolées me semble pas urgent à la seconde, mais il faut que si ça persiste, le patient soit vu dans les 24 heures. Et l'IRM cérébral, je vous ai dit qu'il fallait proposer de la faire en urgence. Bon, évidemment, pas forcément la nuit, mais ça peut attendre 24 heures, ça me paraît logique. Et pareil pour une suspicion de sclérose en plaques. Lorsqu'on est sur des paresthésies qui ont régressé après une aura migraineuse, je pense qu'on peut raisonnablement attendre de voir le neurologue dans la semaine. Et quand vous avez une origine aiguë, toxique, une introduction d'un médicament classique comme le cordérol, le plaquenil ou après des chimios, pareil, des paresthésies persistantes des deux membres inférieurs, si elles n'ont pas tendance à s'aggraver, ça peut attendre une semaine. Les délais les plus longs, ce sera pour des paresthésies qui changent de topographie, pour les progressions de plus de 15 jours, ça s'aggrave, mais très progressivement sur plus de 15 jours, et sans déficit moteur. Et comme je vous ai dit, les paresthésies en anneau péribuccal, c'est pas très urgent, donc ça peut attendre. Par contre, je considère que s'il y a un doute ou si le patient a besoin de s'entendre dire que c'est pas neurologique, à titre personnel, moi, ça me va de voir des patients qui ont des plaintes neurologiques, quitte à leur dire que c'est psychosomatique. Je vais vous présenter le cas numéro 4. Donc, c'est une jeune femme de 24 ans et on va passer au domaine des céphalées. Voilà, donc ça fait 4 jours qu'elle a mal à la tête en continu. Là, il n'y aura pas de proposition de réponse au sondage. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'est-ce que je fais devant une céphalée. Qu'est-ce que je fais? Les urgences, c'est le mode d'installation brutal. Donc, une céphalée en coup de tonnerre. C'est s'il y a une baisse d'acuité visuelle, un flou visuel, une diplopie. Ça, c'est vraiment hyper important.
Est-ce que je suis dans une situation où je dois craindre une thrombophlébite, donc une contraception, prise de tabac, etc. Est-ce que j'ai de la fièvre? Parce qu'une céphalée fébrile, il va falloir penser à la méningite et aussi à la sinusite. Et évidemment, la première chose, c'est est-ce que c'est déjà arrivé? Parce que je suis étonné, mais quelquefois, quand les patients se présentent aux urgences, quand on leur demande, en fait, c'est déjà arrivé, il y a déjà un diagnostic de posé, de migraine ou d'autres choses, et on peut avancer finalement assez vite sur des tableaux très douloureux. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à leur poser la question parce que finalement, ce n'est pas toujours dit en premier par le patient. Quelques messages sur les céphalées isolées prolongées. Donc, méningite bactérienne, je pense qu'il faut considérer que c'est extrêmement rare au-delà de 48 heures. Donc, il ne faut pas forcément se précipiter sur une ponction lombaire. On peut attendre le résultat d'une prise de sang, même s'ils ont l'air un peu méningés. La céphalée inhabituelle, chez un patient qui est migraineux, mais qui vous dit là, c'est beaucoup plus fort que d'habitude, bah, il faudra peut-être faire une imagerie, probablement même. Et la céphalée en coutonnaire, là, pour le coup, c'est pas probablement, c'est à tous les coups. Il faut faire des des imageries aux gens qui se présentent avec une céphalée en coutonnaire. Je voudrais dire un mot de la place des dédimères dans la thrombose veineuse cérébrale. En fait, la meilleure imagerie pour la thrombose veineuse cérébrale, c'est l'IRM, mais elle n'est pas toujours accessible. C'est des imageries longues, donc ça va être difficile. Et je pense qu'avec un scanner injecté, on peut très bien s'en sortir, à condition de le coupler au dédimère. Donc, si vous avez des dédimères négatifs et un scanner négatif, si votre conviction clinique n'est pas plus importante que ça, je pense que on peut se contenter, on peut laisser les patients sortir, si vous n'avez pas d'autre hypothèse, avec un traitement antalgique et quitte à faire l'IRM en externe, si vous avez une suspicion forte. Attention néanmoins, chez les gens qui traînent des céphalées depuis plus de 5-6 jours, les dédimères commencent à faiblir. Donc voilà, sous 48 heures, c'est très bien, mais au-delà, vous avez un problème de sensibilité. Cas numéro 5, c'est le cas d'un patient. Donc là, il va y avoir un sondage. Il a une hémianopsie latérale gauche qui s'est manifestée comme un scintillement qui a envahi rapidement tous les mi-champs. Il ne voyait plus de son côté gauche. Au bout de 20 minutes, il a récupéré. 30 minutes après, il a eu mal à la tête avec une céphalée de type migraineuse classique, pulsatile, hémicranie droite et nausée. Il s'est présenté aux urgences parce qu'il a été très infecté par ça. Il a bénéficié d'un scanner injecté qui est normal, une prise de sang qui est normale. La question, c'est est-ce que vous allez plus loin? Est-ce que vous l'hospitalisez? Est-ce que vous lui faites une IRM? Est-ce que vous faites des explorations cardiovasculaires dans l'hypothèse d'un AIT? Ou est-ce que vous vous arrêtez et vous rassurez le patient? Donc, en fait, non, on peut s'arrêter là. 21 ans, vous avez un épisode très classique, vous avez une imagerie cérébrale injectée qui est normale. Il faut savoir que pour les auras, le diagnostic différentiel, il n'est pas tellement à l'AVC ischémique, mais plutôt à la présence ou pas d'une malformation artério-veineuse. Donc, le scanner dépiste ça très, très bien. Par contre, je vous ai mis le même cas, mais avec une plainte qui vous dit que depuis 6 heures, l'amputation du champ visuel n'a pas totalement disparu. Là, oui, il faut faire une imagerie. En fait, les migraineux font plus d'AVC que les autres, mais l'infarctus migraineux, c'est une rareté, hein, c'est vraiment très, très rare. Donc, il faut considérer, c'est tellement rare que même plein de neurologues pensent que ça n'existe pas. À titre personnel, je suis à peu près certain d'en avoir vu au moins 2, mais que 2 dans toute ma carrière. Par contre, le fait d'avoir un signe persistant ou une atypie, hein, une aphasie, une installation brutale, il faut aller à l'IRM, je suis d'accord. Donc, l'aura migraineuse, qu'est-ce qu'on peut en dire? Une aura, c'est quelque chose de progressif. Donc, c'est des gens qui vont vous dire,
j'ai commencé à voir un peu flou. Les écritures de mon livre ou de l'écran se sont mises un petit peu à scintiller. Puis franchement, j'ai vu une tache blanche qui m'a envahi le, le champ visuel. Enfin bref, c'est progressif. Vous allez avoir des symptômes en séquence, le flou visuel, puis après des paresthésies, une alexie, une aphasie, etc. Une aura doit régresser en 1 heure. Hein. Au-delà d'1 heure, il y a un problème. Si vous avez des notions de mouvement dans le symptôme, si on vous dit c'est comme un kaléidoscope qui tourne, si on vous parle de fumée qui bouge, tout ça, c'est très, très évocateur de l'aura. Et s'il n'y a rien d'anormal dans le tableau du patient par ailleurs, vous pouvez être assez rassurant. Les migraines aphasiques, les migraines hémiplégiques, ça existe, mais il faut toujours chercher une manifestation visuelle avant. Si vous ne l'avez pas, c'est extrêmement rare. On peut conclure à ça quand même, mais je pense que ça doit être fait par les neurologues et probablement après une IRM. Donc voilà, c'est juste ces messages-là, l'aphasie et l'hémiplégie. Sur les migraines hémiplégiques, ça existe, mais c'est rare. Donc, concernant les céphalées, donc qui on prend en charge en hospitalisation? Donc, évidemment, la méningite, les syndromes les céphalées en coutonnaire. Si vous avez des associations à un déficit, une confusion, baisse d'acuité visuelle, les explorations en urgence pour les céphalées, c'est scanner cérébral et TSRO, la ponction lombaire et les dédimères. J'insiste sur les TSRO en plus du Willis parce qu'on va chercher une dissection. Lorsque vous avez fait ça, vous pouvez éventuellement différer à 24 heures si vous avez des installations progressives, mais une intensité inhabituelle. Si vous avez une pharmacorésistance inhabituelle, un migraineux qui vous dit d'habitude ça passe avec de l'acupan, puis là ça passe pas. Vous pouvez également retarder de 24 heures l'IRM pour une thrombophlébite cérébrale si la personne n'a pas de signe de gravité, hein, si elle n'a pas de somnolence ou quoi. Et pareil pour une hospitalisation pour céphalée, ça ne me choque pas d'attendre 24 heures pour prendre un avis neuro avant d'avoir réussi à soulager le patient. Encore une fois, on parle là des céphalées isolées. Sous 1 semaine, on prendra en charge les patients qui ont une intensité modérée, mais qui persistent au-delà de 5 jours. Je pense qu'il faut les voir rapidement quand même. Et pour les autres situations récurrentes, si vous avez des périodes de rémission sur des céphalées même très intenses, je pense qu'il n'y a pas d'urgence. Et il y a une céphalée qui est très fréquente actuellement, c'est post-Covid également, il n'y a pas d'urgence. Cas numéro 6, donc on passe au domaine de l'épilepsie. Donc là, vous avez une description assez typique de crise temporale interne, avec une mauvaise odeur, une rupture de contact, des mâchonnements et une confusion des cours de 3 minutes. Rien de particulier, si ce n'est que le patient vous dit qu'il a des céphalées depuis la veille, une imagerie scanner injectée normale. La question sur ce sondage, c'est est-ce que vous l'hospitalisez? Est-ce que vous faites un traitement antiépileptique d'emblée? Et est-ce que vous le laissez sortir, mais avec interdiction de conduite jusqu'à ce qu'il voie le neurologue? Donc, pour moi, en fait, si vous avez une crise partielle et une céphalée, il faut le garder à l'hôpital. Vous n'êtes pas obligé de le traiter si la crise était mineure et qu'il y a eu une crise et qu'il va bien, mais il faut le surveiller. Ça, c'est hyper important de savoir que l'épilepsie partielle, ça se traite pas tout à fait comme l'épilepsie généralisée et que la moindre chose anormale dans une épilepsie partielle, on garde les patients hospitalisés. Voilà, donc je vais vous montrer le cas d'une autre patiente. C'est une patiente de 52 ans que j'ai vue le mois dernier. Elle avait une épilepsie depuis l'adolescence. Tout allait bien. Ça fait 16 ans qu'elle n'a plus fait de crise sous l'amygdale et elle prend son traitement. Elle n'a rien eu de particulier, pas de prise d'alcool, pas de manque de sommeil, pas de virus particulier, tout normal. Mais elle fait une crise tonico-clonique nocturne et au décours, elle a très très mal à la tête. Tellement qu'elle reste aux urgences assez volontiers. Quand je la vois, ça fait 12 heures qu'elle est présente puisqu'elle a passé la nuit du dimanche à lundi. Et donc, la question,
c'est que faites-vous? Et en fait, on l'a gardé, on a fait une IRM parce que j'ai considéré que c'était pas tout à fait normal d'avoir une céphalée. Et en fait, elle avait une encéphalite herpétique qui débutait. Probablement elle a fait une crise plus tôt dans l'évolution de l'encéphalite parce qu'elle est épileptique. Et du coup, on a fait le diagnostic, le traitement. Ça s'est bien passé pour elle. Elle n'a pas eu de séquelles. Donc voilà, une crise chez quelqu'un qui est censé être équilibré et qui en plus a des céphalées, il faut se méfier. Donc finalement, quand est-ce qu'on peut ne pas hospitaliser une crise d'épilepsie quand c'est la première fois? Si vous avez une crise généralisée et un contexte favorable, manque de sommeil, prise d'alcool, bon, ça me choque pas. Et évidemment, pas de fièvre. Si vous avez une crise partielle et que vous avez un peu de recul, par exemple, j'ai une patiente, elle est venue me voir la semaine dernière pour une absence avec une rupture de contact qui date de plus de 3 semaines. Bon, c'est pas trop. Le diagnostic de crise est évident, mais il y avait peut-être pas besoin de l'hospitaliser. On a 3 semaines de recul. Si vous avez une crise partielle et que vous avez un méningiome ou une lésion bénigne sur le épileptogène, bon, ça me choque pas non plus de traiter d'emblée et de laisser patient repartir. Et ce qui est hyper important, c'est de se poser correctement la question d'une encéphalite. L'épilepsie, c'est pas une maladie grave en dehors de l'encéphalite herpétique. Et donc, les céphalées, la fièvre, les syndromes inflammatoires, les retards de retour à la normale avec des confusions après une crise qui dure plus de 5 minutes, c'est pas normal. Quelle imagerie on fait pour l'épilepsie? Pour moi, le scanner me va très bien. Sauf si vous avez une suspicion d'IRM d'encéphalite herpétique, où il faudra aussi aller à l'IRM. Mais généralement, on fait une scanner, une ponction lombaire, et l'IRM sera faite après. Est-ce que vous traitez d'emblée une première crise? Pour moi, oui. Si vous avez une lésion épileptogène, s'il y a une encéphalite, s'il y a plusieurs épisodes, c'est-à-dire que c'est la première fois, mais dans la journée, il y a eu plusieurs petites choses. S'il y a un antécédent d'épilepsie dans l'adolescence et qu'en fait c'est la première crise à l'âge adulte, 20 ans ou 30 ans plus tard, c'est une épilepsie qui repart, il vaut mieux traiter. Dans quel cas on ne traite pas aux urgences? Les crises circonstancielles, encore une fois. On ne va pas traiter quelqu'un qui fait une crise, par exemple, 72 heures après un petit AVC, c'est pas très étonnant. La crise partielle mineure, typiquement des paresthésies bravé-jacksoniennes qui montent brachiofaciales, c'est pas très utile de traiter tout de suite il vaut mieux se donner un peu de temps et à condition que le patient accepte l'idée d'arrêter de conduire, puisque vous savez que dans l'épilepsie, même partielle simple, il y a une indication à être traitée avant de pouvoir conduire. Donc voilà, je vous ai mis un peu ce qu'on vient de dire, les urgences à traiter, les céphalées, la confusion, les récurrences. Moi, je suis partisan d'une surveillance un peu prolongée aux urgences si vous avez une crise partielle, même si elle n'est pas très inquiétante. Et c'est important de dire aux patients que si vous avez une crise d'épilepsie, il ne faut pas conduire. Sous 24-48 heures, pour moi, c'est le temps pour l'électroencéphalogramme lorsque le patient est hospitalisé. C'est également le temps de l'imagerie injectée lorsqu'il n'y a pas de critères d'encéphalite et de faire une ponction lombaire. La vie neuro peut très bien attendre aussi 24-48 heures sur une première crise d'épilepsie. Et c'est le neurologue qui prendra à ce moment-là la décision de traiter ou pas et de permettre au patient de conduire ou pas par la suite. Lorsque tout va bien, que c'était un épisode unique, etc., si le patient n'est pas hospitalisé, on peut très bien attendre 15 jours pour faire un électroencéphalogramme. Pour les IRM de type épilepsie, chercher les malformations du cortex, évidemment, aucune urgence. Plus d'1 mois, ça n'a rien de choquant. Voilà. On va passer à un autre type de prise en charge. Donc là, c'est aussi relativement fréquent aux urgences. Des gens qui ont des scléroses en plaques et qui se présentent pour des symptômes qui ressemblent à une poussée. Donc là, c'est une dame qui s'appelle Madame Z, elle a 36 ans
Et elle a une CEP rémitante diagnostiquée il y a 2 ans. Elle est sous interféron. Elle va très bien et elle se présente pour un tableau typique de névrite optique rétrobulbaire. Je pense que le diagnostic pose pas de problème, il est clinique. La question, c'est est-ce qu'on va l'hospitaliser ou pas? Est-ce qu'il faut faire une IRM cérébrale? Si oui, dans quel délai, etc. Alors évidemment, on va proposer une hospitalisation, mais elle n'est pas obligatoire, notamment lorsque j'ai une patiente de l'équipe ou que j'arrive à joindre mon confrère neurologue, lui peut s'occuper de faire une cure de Solu-Médrol à domicile. Chez des gens qui ont déjà eu une cure de Solu-Médrol lors de leur première poussée, ça n'a rien de choquant de prendre en charge les patients en externe, mais il faut s'assurer qu'une personne s'en préoccupe. Sinon, il faut le faire soi-même. Pour l'IRM cérébrale, en fait, elle n'est pas très urgente. Si le patient est hospitalisé sous 7 jours, sinon 1 mois, ça sera pour évaluer la charge lésionnelle, mais bon, c'est une poussée de CEP. Il n'y a pas besoin de faire l'IRM. Pareil pour la médulaire. Là, pour le coup, c'est juste le bilan d'extension. Donc, il n'y a pas d'urgence sous 1 mois. Pour moi, c'est les corticoïdes qui sont importants à faire. Il faut faire une ECBU et ensuite déclencher très rapidement les corticoïdes. Les scléroses en plaques ont très souvent des infections urinaires. Donc, j'insiste sur la CBU qu'il faut faire systématiquement. On a plein de colonisations, même chez des gens qui vont bien, qui n'ont pas de troubles urinaires habituellement. Voilà, il faut faire ça et débuter les corticoïdes. Lorsque les patients sont pris en charge en externe, je me donne un délai maximum de 72 heures pour débuter la perfusion de corticoïdes à compter du début des symptômes, sachant que pour les NORB, c'est peut-être un petit peu plus urgent parce que c'est des poussées qui récupèrent moins bien. Et la consultation ophtalmo dans la névrite optique rétrobulbaire, pour moi, elle est assez urgente parce que c'est important qu'on fasse la différence avec d'autres choses, mais on ne doit pas retarder le traitement corticoïde pour autant. Donc, en général, on l'organise dans la semaine avec les collègues avec lesquels on travaille habituellement. Donc, une poussée de CEP. Donc, je vous redis la même chose. Peut-être pas y passer du temps. Et de toute façon, ces diapos-là, elles seront accessibles. Voilà. Concernant l'IRM, le nouveau cas, donc c'est le dernier cas clinique, je crois. C'est un patient que j'ai vu il y a 10 jours. Il a 67 ans, je l'avais vu pour un AVC en 2018. Il a une séquelle minime d'hémiparésie gauche. Mais bon, il sent son côté gauche plus lourd, mais il fait du vélo, il est autonome pour tout, il fait même de la course à pied. Et en fait, depuis la veille, il a une aggravation de son déficit gauche qui est modérée. Il me dit, c'est pas comme l'AVC, mais bon, j'ai l'impression que c'est plus lourd. Il me dit que ça fluctue aussi, que quand il est fatigué, il le sent beaucoup plus. Et ça s'est installé de manière plus insidieuse, plus sourde. Là, je ne vais pas faire de sondage, mais je me rappelle plus. Est-ce que j'ai fait un sondage ici? Non. Est-ce qu'il faut faire en première intention une imagerie cérébrale? Est-ce qu'il faut faire d'autres explorations? Et quel est le diagnostic le plus probable? Alors, je vais peut-être vous étonner, mais pour moi, l'imagerie cérébrale, c'est pas en première intention. Ça ne veut pas dire qu'il faudra pas la faire, mais ce qui est à faire, c'est en fait une prise de sang, une CBU. Pourquoi? Parce que le diagnostic le plus probable et de très loin, c'est un phénomène d'UTOF. Le phénomène d'UTOF, c'est connu dans la sclérose en plaques. C'est le fait que les anciennes poussées ressurgissent lorsque les patients sont trempés dans l'eau chaude ou qu'ils ont de la fièvre ou qu'ils sont malades. Et en neurovasculaire, on a la même chose, c'est-à-dire les déficits d'AVC qui s'aggravent, mais l'étiologie, la cause, c'est pareil qu'un syndrome confusionnel, c'est-à-dire des gens qui vont avoir une fièvre, une infection urinaire, constipation, un médicament qui va pas bien, etc. Voilà. Et si éventuellement je n'ai pas de cause à cette aggravation, je ferai un scanner cérébral. Le diagnostic différentiel sur un tableau comme ça, c'est l'hémorragie cérébrale. Mais l'hémorragie cérébrale qui survient brutalement,
n'a pas tendance à fluctuer, elle a plutôt tendance à s'étendre, donc à s'aggraver en marche d'escalier ou en nappe d'huile. Donc voilà, le patient qui fluctue, c'est assez rassurant et on peut éventuellement se passer du scanner. Je reconnais que c'est quand on n'est pas sûr de soi et qu'on est aux urgences, ben, il vaut mieux faire un scanner si on n'est pas sûr. Mais moi, le patient en l'occurrence, il avait déjà eu son scanner puisque c'est les urgences d'un hôpital à côté de chez nous qui me l'avaient adressé. Mais voilà, je ne l'aurais pas forcément fait. J'ai commencé par vous parler des AIT et je termine sur le neurovasculaire. J'aimerais que vous gardiez en tête plusieurs choses. Les premières choses, c'est que l'imagerie précède l'antiplaquettaire, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Un AVC récent sur l'IRM de découverte fortuite, pas plus tard qu'il y a une demi-heure, un patient qui a fait en fait un dépistage d'apnée du sommeil qui avait qui avait une allure centrale, a fait une IRM pour lequel il a pris son rendez-vous il y a 1 mois et demi, 2 mois. En fait, il avait un petit AVC qui avait rien à voir, qui était récent. Donc, bah, écoutez, je l'ai pris en charge pareil. On a fait un angioscan, on a mis sous antiplaquettaire. Voilà. Donc, ça, c'est juste quelques petites informations. Je vous ai dit sur le dernier cas clinique, et je pense que c'est un message important, que les phénomènes du TOF vasculaire, ça existe. Et ça s'explore plutôt comme un syndrome confusionnel du sujet âgé. Et voilà, c'est important de retenir ça parce que moi, je ne l'ai pas appris à la fac, hein, j'ai vraiment découvert ça en pratiquant. Donc voilà, et c'est hyper fréquent en fait. Et un des derniers messages, un AIT sans critère de gravité peut s'explorer en ville sous 7 jours sans sur-risque si vous arrivez à trouver une structure type centre de l'AIT, ça n'a rien de choquant. Dernière chose, ça c'est une de mes marottes. Je vais juste faire remarquer pour les gens qui en voient que l'ictus amnésique, c'est pas une manifestation neurovasculaire. Je vois beaucoup de gens qui me disent avoir un antécédent d'AIT. En fait, quand je leur demande les manifestations, c'est un ictus amnésique, donc une amnésie antérograde sans aphasie, répétition de questions qui a duré 1 heure ou 2, voire plusieurs heures, voire une dizaine d'heures. Et en fait, pourquoi je sais que c'est pas un AIT? C'est assez simple. Les AIT, ce sont des AVC qui passent tout seuls. Il existe des hémiplégies transitoires, il existe des hémiplégies qui restent toute la vie. Il existe des aphasies transitoires, il existe des aphasies toute la vie. Et il n'y a pas d'état d'ictus amnésique à vie. Donc voilà, c'est pas un AVC ou un AIT. Dernière chose, petite nouveauté thérapeutique. Ça, je pense que s'il y a des généralistes dans l'auditoire, c'est important qu'ils le sachent. Dans les AIT ou dans les AVC mineurs, il y a eu une étude il y a 2 ans qui a montré une supériorité à l'usage de 2 antiplaquettaires pour 3 semaines par rapport à plus que à définitif ou par rapport à un seul antiplaquettaire d'emblée. Donc voilà, donc en général, la règle maintenant, c'est de débuter après le bolus d'antiagrégants, 2 antiplaquettaires pour 3 semaines. Dernières astuces cliniques. Alors, ça va être un peu en vrac. J'espère que vous m'en voudrez pas trop, mais dans l'épilepsie, si vous avez quelqu'un qui fait non de la tête comme ça pendant la crise, mouvement de dénégation du chef, c'est psychogène. Si vous avez une fermeture forcée des yeux, vous n'arrivez pas à lui ouvrir les yeux, c'est psychogène. Donc, la crise qui est en train de se dérouler devant vous est psychogène. Vous pouvez simplement dire au patient, écoutez, c'est une crise psychogène, vous faites sortir tout le monde et vous attendez que ça passe en lui tenant la main, en le rassurant, sachant, vous lui dites, hein, c'est psychogène, ça va passer, respire un bon coup, il vous entend. Message sur les céphalées, la céphalée en coup de tonnerre, c'est jamais anodin. Il y a les hémorragies sous-arachnoïdiennes, ça c'est connu, mais il faut penser à thrombophlébite cérébrale, il faut penser au syndrome de vasoconstriction réversible et il faut penser à la dissection des carotides. C'est pour ça qu'il faut faire à la fois un angioscanner du polygone de Willis et des troncs supraortiques. Il ne faut pas se contenter d'un scanner sans injection. Petit message d'ailleurs, pour moi en neurologie, les scanners sans injection n'ont pas d'indication, sauf surveillance d'un truc déjà connu, on veut surveiller une hémorragie cérébrale, ou en post-trauma, trauma crânien, chez un patient sous anticoagulant. Voilà. En dehors de ça,
il faut injecter les scanners. Et si on ne peut pas, bah, il faut essayer de faire une imagerie injectée à un moment donné, une IRM ou quoi. Message pour les vertiges. Moi, j'explore les vertiges qui ne sont pas ORL. Je considère que les ORL, quand ils voient beaucoup de vertiges, s'ils me disent que celui-là, il n'est pas comme d'habitude, ben, même si la plupart du temps, c'est effectivement ORL, ben, on l'explore et on dit que c'est pas neurologique après. Un patient qui ne tient pas debout, il faut l'explorer. Un message important, mais je pense que vous l'aurez retenu d'après ma deuxième présentation, si l'artère basilaire va bien, le vertige est récurrent, ce ne sera pas grave. Mais si le vertige est récurrent, il faut s'assurer que l'artère basilaire va bien. Voilà, bah écoutez, on va essayer de répondre aux questions.